Alors, donc, le développement mobile, donc multiplateforme, donc c'est un développement mobile avec lequel vous allez avoir un seul code de base. Je ne vais pas démarrer l'enregistrement. Le développement mobile cross-platform, multiplateforme, c'est un développement mobile qui, à partir d'un seul code de base, vous allez compiler votre application qui sera utilisable en même temps sur Android, sur iOS et éventuellement d'autres plateformes. Et Flutter, il fait partie des plateformes qui aujourd'hui permettent de faire un développement mobile cross-platform natif. Et nous allons revenir à plusieurs reprises sur le mot natif parce que c'est très important. Alors, Flutter, c'est un framework open source développé par Google, conçu pour la création des applications mobiles multiplateformes utilisables sur Android, sur iOS, sur les web, sur les objets connectés à partir de quoi? À partir d'une seule base de code. Donc, c'est un framework qui utilise le langage Dart comme langage de programmation. Il utilise le langage Dart. Le langage Dart, quant à lui, c'est un langage créé par Google, dont la première version a été lancée en 2011 et qui avait pour but de venir remplacer le langage JavaScript. Parce que Google s'est rendu compte qu'il y avait des insuffisances sur le langage JavaScript. Alors Google a créé en fait le langage Dart pour qu'il comble en fait pour combler les insuffisances constatées sur le langage JavaScript. C'est après que Google s'est rendu compte qu'ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas pu remplacer le langage JavaScript, donc ils ont laissé le langage Dart dans leur tiroir durant plusieurs années. Donc il a fallu en 2018 pour que Google puisse lancer officiellement en décembre 2018 la version 1 de Framework Flutter. Et cette version 1 de Framework Flutter avait pour but de venir s'imposer en quelque sorte sur le développement mobile cross-platform dans le monde entier. Aujourd'hui, Google a réussi parce que avant de revenir sur les bases, voir l'architecture en fait de Flutter et des autres approches, il faut savoir que Flutter est aujourd'hui en train de s'imposer comme un framework permettant d'avoir une performance native en développement multiplateforme. Une performance assez élevée en développement multiplateforme. Et c'est pourquoi Flutter fait la création des applications qu'on appelle des applications qui sont natives. Et nous allons revenir sur ça. Et pourquoi il fait une application native? Parce qu'il permet un rendement natif grâce à son moteur graphique Skia. Donc, il fait un rendement natif. Et pour revenir sur le mot natif, j'avais dit tout à l'heure que les applications natives, si je prends Android, lorsque vous développez une application en utilisant Kotlin, en utilisant le langage Kotlin, le langage Java, alors vous êtes en train de faire un développement natif pour Android. Parce que Android, le système d'exploitation lui-même, il est basé sur quoi? Il est basé sur Kotlin. Donc, il est basé sur le langage Java. Quelqu'un qui développe une application en Kotlin, donc en Java, il fait un développement natif pour les applications des systèmes d'exploitation Android. Quelqu'un qui développe une application en utilisant Swift, le langage Swift, donc en utilisant le langage Objective-C, Swift est basé sur Objective-C, il fait un développement natif pour les applications du système d'exploitation iOS, donc pour ceux qui utilisent les téléphones iPhone. Flutter, quant à lui, il permet un rendement natif grâce à son moteur graphique Skia. Donc, il permet d'avoir une compilation AOT. Une compilation AOT, c'est une compilation qui optimise en fait le code source afin d'avoir une application assez performante. La compilation AOT Ahead of Time. Alors, comme ce n'est pas un cours en présentiel, je veux que vous preniez note sur toute cette partie parce que c'est très important.
pour comprendre le développement mobile, il faut comprendre les bases et il faut comprendre les fondements. Ça, c'est super important pour celui qui fait le développement mobile. Donc, il faut prendre note à côté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me poser ces questions. OK? La compilation AOT. Donc, Flutter offre une expérience de développement très fluide. Expérience de développement. Lors du développement, vous avez des fonctionnalités très performantes comme ce qu'on appelle le hot reload. Le hot reload en développement Flutter, c'est ce qui vous permet, lorsque vous apportez des modifications dans le code, vous allez tout simplement appuyer sur la commande Flutter permettant d'avoir le résultat final directement dans le téléphone. J'ai apporté une modification, j'ai créé une application en Flutter et là je modifie un texte. Une fois que le texte est modifié, il suffit d'appuyer sur la commande R qui s'appelle hot reload et je ferai les modifications directement dans le téléphone. Ça c'est ce qu'on appelle le hot reload. OK? Une fois que vous avez, je pense que j'ai entendu un message là, c'est une question ou bien? Voilà, c'est lui qui a levé la main, oui, moi. OK? D'accord, merci beaucoup. Voilà, donc je suis en train d'expliquer la partie Flutter a une interface utilisateur qui est déclarative. Donc déclarative parce que en Flutter, il suffit de positionner un texte à l'endroit où vous voulez l'afficher. Vous allez ajouter le texte ou bien l'élément que vous voulez afficher, que ce soit un texte, une image ou tout autre élément que vous voulez afficher. L'élément s'affiche à cet endroit-là. Ce qui est un peu différent avec d'autres langages ou bien d'autres frameworks lorsque vous allez dessiner. Prenons le cas de JavaScript. Lorsque vous dessinez une interface HTML en utilisant JavaScript, alors comment vous faites? Vous allez d'abord en JavaScript créer ce qu'on appelle un nœud. Et lorsque vous créez un nœud, vous allez lui donner le contenu et après vous allez chercher dans le DOM, donc dans la structure du DOM, l'endroit où vous voulez affecter ce nœud-là. Et c'est en ce moment que le nœud va s'afficher. Donc là, c'est à vous de faire tous ces processus-là, c'est à vous de les faire pour pouvoir création de ce nœud texte, affecter son contenu, ensuite le prendre et le positionner dans un endroit, dans une balise dans le DOM. Or, avec Flutter, c'est encore beaucoup plus simple. Ce n'est pas à vous de le faire. Il suffit d'amener le texte là où vous voulez l'afficher avec ce qu'on appelle un widget et le texte s'affiche donc instantanément. Flutter est réactive. Donc, réactive parce que avec Flutter aussi, en ce qui concerne les développeurs, parce que n'oubliez pas que nous sommes toujours ici dans la partie expérience de développement. En ce qui concerne les développeurs, avec Flutter, lorsque vous apportez une modification, un utilisateur qui modifie son nom de profil, alors lorsqu'il valide la modification, avec Flutter, il suffit d'appeler une seule méthode qui s'appelle setState, que nous ferons un peu plus tard, et qui va tout simplement permettre à l'utilisateur d'observer la modification. Il verra le nouveau nom des profils qu'il a changé. Alors qu'avec d'autres frameworks, lorsque vous faites une modification, vous allez utiliser un long processus pour mettre à jour l'interface utilisateur. Donc ça fait partie des fonctionnalités donc, très performantes avec une bonne expérience de développement en Flutter. Déclarative, réactive. Flutter a une bibliothèque très riche de widgets personnalisables. Donc les widgets, ce sont des briques en fait en Flutter qui permettent de créer une interface utilisateur. Sachez qu'en Flutter, tout est widgets en fait. C'est comme, pour faire une analogie rapide et simple, un widget en Flutter, c'est comme une balise en HTML. J'ai une balise me permettant d'insérer une image, j'ai une balise me permettant d'insérer un texte, etc., etc. Donc en Flutter, c'est aussi la même chose. Donc un widget, c'est comme une balise en HTML. Donc Dart, quant à lui, je disais tout à l'heure, Dart donc, est un langage de programmation qui est utilisé dans le framework Flutter et qui permet donc de développer des applications. Alors en Dart, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle Dart native
donc qui est destiné aux applications mobiles, aux applications desktop, aux applications serveurs, aux scripts. Donc, et il y a ce qu'on appelle Dart Web. Dart Web qui est conçu pour développer des applications web. Donc, si je résume ici, avec Flutter, avec Dart, vous avez la possibilité de créer un site web en utilisant le langage Dart. Je peux créer un site web, je peux créer une application mobile pour Android, je peux créer une application mobile pour iOS, je peux créer une application desktop, une application de bureau utilisée sur l'ordinateur, comme cette application que je suis en train d'utiliser actuellement pour la présentation. Je peux utiliser une application côté serveur. Donc, je peux même créer mon back-end avec le langage Dart. Donc, c'est ça la puissance en fait du langage Dart. Alors, il a deux types de compilation. Une compilation dite Just in Time, qui est une compilation pour une exécution dynamique en phase de développement. Lorsque vous faites le développement, vous allez faire donc ce type de compilation là, Just in Time, une compilation à chaque fois que vous apportez des modifications dans votre code. Vous allez valider les modifications et vous verrez le résultat directement dans votre navigateur. Et c'est cette compilation-là qui se fait de manière dynamique au fur et à mesure que vous écrivez le code, vous apportez des modifications, vous voyez le résultat directement. Donc, c'est la compilation just in time au niveau de la partie Dart native. Et la compilation AOT, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la compilation Ahead of Time, elle vous permet de générer le fichier final, les bundles, les fichiers que vous allez installer. Lorsque vous terminez de développer une application en Flutter, en Dart, alors vous allez faire un type de compilation AOT afin de récupérer le fichier final que vous allez soit partager avec les utilisateurs qui vont installer sur leur téléphone. Si c'est pour Android, vous allez faire la compilation Ahead of Time. Cela va vous générer un fichier binaire en langage machine. Et c'est ce fichier binaire-là que vous allez prendre et que vous allez donner aux utilisateurs qui vont installer votre application. Ou bien, c'est ce fichier binaire-là que vous allez prendre et que vous allez déployer sur App Store ou bien que vous allez déployer sur Play Store. Donc, c'est cette compilation-là qui va optimiser le code en éliminant tout ce qui fait partie de la phase de développement pour avoir un fichier final qui est bien optimisé et qui est très performant. Donc, c'est cette partie de compilation AOT Ahead of Time dans la partie Dart native. Dart native donc qui est destiné à tout ce qui concerne application mobile, application desktop, application serveur, les scripts en fait. Et ensuite, vous avez Dart Web. Dart Web, quant à lui, c'est pour développer des applications web. Il faut savoir aussi la différence entre une application web et un site web. Un site web, vous pouvez le créer rapidement en utilisant HTML, CSS et en utilisant par exemple JavaScript pour la partie dynamique et la partie même back-end, ou bien en utilisant PHP pour la partie dynamique et la partie back-end. Mais lorsque vous développez une application web, c'est comme un logiciel qui vient s'installer dans un navigateur, qui vient se loger dans un navigateur. Alors, Dart Web permet de créer ce type d'applications qu'on appelle des applications web. Alors, ces applications web, lors de création de ces applications web, Dart vous offre d'abord ce qu'on appelle Dart DevC, donc Dart Development Compiler, qui est le compilateur utilisé dans les navigateurs modernes comme Microsoft Edge, comme Google Chrome, qui vont vous permettre de compiler et de tester vos applications web en phase de développement. Donc, lorsque vous êtes en phase de développement, ces navigateurs-là vont vous permettre de tester au fur et à mesure que vous écrivez votre code de l'application en Dart. Quand vous exécutez le code, alors vous verrez le résultat dans le navigateur. Donc, c'est ce compilateur-là, Dart Development Compiler, qui est utilisé. Toujours en Dart Web, lorsque vous aurez terminé donc de créer votre application, ok,
Alors, dans ce cas, vous allez faire ce qu'on appelle une compilation, donc une compilation Dart2JS, donc comme ça, une compilation Dart2JS. OK. Donc, vous allez faire une compilation Dart, donc Dart to JavaScript. Donc, Dart to JavaScript. Donc, vous ferez une compilation Dart to JavaScript. Et c'est cette compilation-là, Dart to JavaScript, qui va vous permettre d'avoir un fichier final, un dossier final que vous allez prendre et amener dans votre hébergeur web. Donc, vous avez réservé un hébergeur web. Alors, vous allez prendre le dossier final lorsque vous terminez le développement de votre application en Dart web. Vous allez le prendre et vous allez l'héberger donc sur votre hébergeur. Et comme ça, tout celui qui utilise l'URL de votre site web, il peut accéder à votre application. Alors, un élément très important à comprendre, c'est que lorsque vous faites un développement, en utilisant Dart, Dart web ou Dart natif, vous n'avez pas à faire du code d'abord spécifique pour Dart native et du code spécifique pour Dart web. Non, vous avez tout simplement à développer, c'est le même langage. Quand j'utilise Flutter, je vais utiliser le même code pour créer mon application pour web, mon application pour native, et ensuite c'est à la compilation de votre application que le compilateur sera décidé. Je ne sais pas si vous avez compris cette partie-là. Donc, lorsque vous compilez l'application, c'est à la compilation qu'il y aura la décision de ce que vous utilisez. Un exemple, je crée une application native que je vais installer sur le téléphone mobile. Lorsque j'ai fini de créer l'application mobile, il suffit que je fasse une compilation destinée au téléphone mobile et j'aurai un fichier binaire et c'est le compilateur là, donc avec une compilation AOT qui sera lancée. Donc j'aurai un fichier binaire qui sera généré et c'est ce fichier binaire là que je vais prendre pour amener sur Play Store par exemple. Et le même code, toujours sans apporter des modifications, je vais qu'elle devienne une application web. Donc toujours le même code, je vais tout simplement lancer une compilation web, donc lancer une compilation pour récupérer le fichier web, donc sans aussi apporter des modifications. Donc l'idée avec Flutter, avec Dart, c'est que vous avez un seul code de base pour la création de vos différentes applications. Alors dans ce cas, la partie développement qui est une phase incrémentale avec une compilation incrémentale, avec surtout le système donc le hot reload, donc qui permet d'avoir le rechargement à chaud, qui vous permet donc d'avoir le rendu, le résultat lors du développement. Donc vous avez la possibilité de développer des applications avec les architectures suivantes: ARM32, RISC-V, ARM64, x86, x64, ici WASM et JavaScript. La première partie que nous avons ici, c'est la partie native. Donc c'est la partie native. Quand vous faites la phase de développement, c'est qui est en bleu foncé, la partie native, que ce soit les applications pour les objets connectés, que ce soit des applications Android, iOS ou bien une application de bureau, que ce soit une application desktop spécifique, une application de bureau, que ce soit les WebAssembly, donc une application web, et une autre application web aussi destinée en JavaScript. Donc toutes ces plateformes-là, à partir d'une seule base de code que vous avez créée, il vous suffit de faire une compilation, que ce soit une compilation avec Dart2JS pour avoir des applications web, ou bien une compilation AOT là qui va vous donner donc un fichier, un code, donc un bundle, un fichier exécutable que vous allez déployer sur Play Store, App Store, Microsoft Store pour que les utilisateurs puissent aller télécharger et installer l'application. Et c'est lorsque vous terminez la phase de développement
et que vous passez en phase de production que vous allez avoir le smallest runtime, et c'est effectivement la compilation permettant d'optimiser le développement que vous aurez, qui est la compilation AOT. Ok, donc voilà pour cette partie de l'introduction sur ce qu'est Flutter. Nous allons maintenant voir les différentes approches. Donc, questions, allez-y, ceux qui ont des questions là, posez la question. Celui qui a les faits là. Oui. S'il vous plaît, monsieur. Vous pouvez un peu revenir sur la compilation Dart to JS. Je n'ai pas trop bien suivi, j'avais un problème de connexion, s'il vous plaît. Ok, la compilation Dart to JS, en fait, c'est d'abord, que ce soit Dart native ou bien Dart web, j'avais dit que vous allez avoir un seul code de base. Vous écrivez un code permettant de créer une application. Alors, cette application-là, lorsque vous aurez terminé de créer l'application, vous allez déployer l'application sur App Store pour les téléphones iPhone. Alors, vous allez lancer la compilation pour App Store. Lorsque vous lancez la compilation, Flutter, Dart, ils vont utiliser l'environnement de iPhone pour compiler le code Dart et avoir enfin un fichier final en binaire que vous allez prendre et amener sur App Store pour que ceux qui ont iPhone puissent aller télécharger. Toujours le même code, sans changement. Lorsque vous voulez déployer cette même application sur Android, vous allez utiliser l'environnement d'Android et vous lancez la compilation de ce même code pour récupérer un fichier final optimisé en code machine que vous allez récupérer lorsque la compilation est terminée. Vous allez récupérer ce fichier-là et vous allez le déployer sur Google Play Store. Toujours le même code sans changement. Vous voulez que cette application soit aussi accessible depuis un navigateur, donc qu'elle devienne une application web. Alors, vous allez utiliser l'environnement de développement web et vous allez déployer l'application. Et c'est en ce moment que Dart va utiliser le compilateur Dart2JS. Donc, finalement, le code écrit en langage Dart sera transformé en langage JavaScript. Et c'est le langage JavaScript qui est reconnu, utilisable depuis les navigateurs. Donc, finalement, lorsque vous développez les applications en Dart, vous avez la possibilité, le même code source, la même base du code, de la déployer pour les natifs ou bien de la déployer sur les web. Et ce que j'ai souligné ici, à chaque fois, je dis l'environnement. Je dis pour la compilation pour Android, il va vous falloir l'environnement Android. Si vous voulez compiler pour iOS, il va vous falloir l'environnement pour iOS. Et si vous voulez compiler finalement sur le web, il va vous falloir l'environnement sur le web. Et c'est cette compilation-là qui va transformer votre code Dart en code JavaScript. Et c'est ce code JavaScript qui est généré. Ce sera un dossier que vous allez prendre et ce dossier-là, vous allez l'amener dans votre hébergeur web et ce dossier maintenant permettra d'accéder à votre application. J'espère que c'est bien clair maintenant. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main aussi. Oui. Bonsoir, monsieur. Oui. Oui, j'ai des questions. Première question, quelle base de données bien utiliser avec Flutter et Dart? Et la deuxième question, le processus pour l'hébergement d'une application native, les changements de données avec les backends. C'est le processus-là, comment on voit ça? Pour la première question d'abord, quel type de base de données on peut utiliser avec Dart, donc avec Flutter? Alors, avec Dart ou bien avec Flutter, c'est très flexible. Vous avez la possibilité d'utiliser tout type de base de données que vous voulez. Donc, vous pouvez utiliser une base de données SQL, une base de données relationnelle avec les systèmes de gestion de base de données relationnelles, les systèmes comme MySQL, comme
comme d'autres, comme Oracle, les systèmes de gestion des bases de données relationnelles. Il y en a beaucoup. Et il y a des plateformes cloud aujourd'hui, comme Supabase, qui permet donc d'avoir un système de gestion des bases de données SQL, mais une plateforme donc, qui est bien optimisée pour faciliter la gestion du back-end. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser aussi des bases de données NoSQL, des bases de données NoSQL comme MongoDB, comme GraphQL, comme Firebase, qui sont des bases de données NoSQL non relationnelles. Ce sont des bases de données donc, qui ne se reposent pas sur le schéma relationnel. Si vous prenez les bases de données relationnelles, elles répondent au principe ACID. Okay? Et les bases de données non relationnelles, elles répondent à ce qu'on appelle le principe de base. Donc, c'est très flexible. Vous pouvez connecter votre application Flutter avec n'importe quelle base de données, surtout en utilisant juste une requête, en utilisant des API REST. Vous pouvez connecter votre application avec PHP. Donc, je peux créer un back-end avec PHP. PHP, il fait la connexion donc, avec une base de données MySQL. Et comme ça, je crée mon application Flutter et cette application-là, elle est liée avec PHP. Et comme ça, lorsqu'un utilisateur va se connecter, mon application installée sur le téléphone, elle va faire la communication avec le langage PHP. Et le langage PHP, le back-end de PHP, quant à lui, il va faire la communication avec la base de données. Et donc, à travers une API PHP. Ça, c'est la première question. La deuxième question, l'hébergement. C'est bien ça? Oui. Donc, la deuxième question, l'hébergement. Lorsque vous développez des applications en Flutter, donc des applications mobiles, et si c'est une application Android, quand vous aurez terminé le développement, vous allez compiler l'application et vous allez récupérer un fichier, un bundle. Donc, ce qu'on appelle un bundle, c'est le fichier final que vous allez récupérer et vous allez déployer, prendre ce fichier-là, juste créer un compte Google Play Console, donc chez Google Play Store, et vous allez amener le fichier là, bien sûr en respectant les règles, donc tout ce qui est règles et les termes de contrat de licence de Google Play Console. Vous allez amener le fichier là-bas avec les images, etc. Et quand vous amenez là-bas, c'est en ce moment que les utilisateurs dans le monde entier ou bien dans les pays que vous avez autorisés puissent aller accéder à l'application. Ça, c'est le déploiement pour natif. Et ce même déploiement, c'est le même principe. Lorsque vous voulez amener votre application donc chez Apple, chez iOS, dans les téléphones iPhone, vous allez générer le fichier final, le fichier bundle dans l'environnement Apple. Alors vous allez le prendre et l'amener dans la plateforme qui s'appelle App Store Connect. Là-bas, vous allez devoir créer deux comptes. Un compte qui s'appelle Apple Developer et un compte qui s'appelle App Store Connect. Et quand vous amenez là-bas, c'est à partir de ce moment-là, les gens peuvent aller dans leur téléphone iPhone, ouvrir App Store, écrire le nom de votre application et télécharger l'application. Ensuite, lorsque vous faites le développement pour Windows, par exemple, pour que les gens qui utilisent Windows Phone, les téléphones Windows là, Windows, ils ont un téléphone qui leur appartient. Et donc, lorsque vous faites le développement, que ce soit pour Windows Phone ou bien pour les ordinateurs qui ont le système d'exploitation Windows, quand vous terminez, vous allez créer un compte chez Windows, donc la console de Microsoft Store, donc Microsoft Store Console. Et ensuite, vous allez toujours générer les bundles, le fichier final, et vous allez l'amener. Le fichier final, là, quand vous le récupérez, que ce soit pour Windows, pour Android, pour iOS, lorsque vous faites le déploiement et que vous faites la compilation, vous avez le fichier. Vous pouvez l'installer directement sur votre téléphone physique. Tout comme vous pouvez le prendre, ensuite l'amener sur Microsoft Store pour ceux qui ont les téléphones Windows Phone ou bien ceux qui ont des ordinateurs Windows, ou bien vous l'amenez sur, après Microsoft, vous l'amenez sur Play Store, App Store. Donc, c'est comme ça qu'on fait l'hébergement de vos applications. Et ensuite, évidemment, si vous voulez automatiser tout ça, là, c'est en ce moment le principe DevOps va intervenir et vous allez créer un tunnel, donc un pont, que vous allez créer un CI/CD
de manière à ce que à chaque fois que vous apportez des modifications importantes, vous allez qu'à valider le déploiement, et le déploiement sera automatique. Et enfin, l'hébergement web. Lorsque vous faites un hébergement web, vous avez terminé l'application et que vous allez l'héberger, vous allez réserver un hébergement, que ce soit chez Hostinger, chez Google, il y a en fait plusieurs plateformes dans le monde, LWS, qui vous permettent donc de réserver un hébergement web. Parmi ces hébergements, vous en avez beaucoup. Il y a l'hébergement mutualisé où plusieurs personnes vont venir héberger leur site web sur le même serveur, ou bien ce qu'on appelle hébergement dédié, où vous allez louer un seul serveur par vous-même. Lorsque vous louez le serveur, vous allez faire des installations des serveurs web, et une fois l'installation terminée, donc vous allez prendre le fichier. Après la compilation Dart2JS que nous avons ici, vous aurez un dossier qui a un fichier index.html, et vous allez prendre ces fichiers-là, ces dossiers-là, et vous allez l'amener sur votre hébergeur. Lorsque vous décompressez le fichier chez l'hébergeur directement, et l'application est directement accessible. Et donc tout le monde peut aller dans son navigateur, écrire le nom de votre site que vous avez choisi lors de l'hébergement. Vous avez choisi un exemple ssim.com, ssim.sn. Dès qu'un utilisateur aille sur le web, sur internet, il écrit ssim.sn, il valide, il va accéder à votre application. Donc voilà pour ce qui est d'hébergement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et c'est lui qui a posé la question sur l'hébergement là. Est-ce que tu as bien compris donc le concept d'hébergement? Oui, monsieur. Est-ce qu'on va voir tous les points là, au cours de la cours? Au cours des séances, non, ce sera extrêmement long. Il faut savoir que les cours ici, ce que nous allons donc faire, c'est beaucoup plus la partie création de l'application. Maintenant, en ce qui concerne les autres parties avancées, qui est l'hébergement, toutes ces parties-là ne seront peut-être pas incluses selon le quantum horaire que l'établissement donne à cette matière-là. Si l'établissement donne un quantum horaire assez conséquent, on aura suffisamment de temps. Donc, on peut faire, lorsqu'on termine la création donc des TP, des applications, on peut faire l'hébergement. Cependant, je vous recommande dès maintenant, pour ceux qui en ont, pour ceux qui n'en ont pas, lorsqu'on veut créer des comptes des stores, Google Play Store, App Store et les autres comptes, il vous faut une carte bancaire. Ok, il vous faut une carte bancaire, et c'est cette carte bancaire là que vous allez chercher dès maintenant. Et si quelqu'un parmi vous est prêt à faire le déploiement, on pourra prendre une séance ici et on fait le déploiement ensemble. On peut faire le déploiement sur Play Store et le déploiement au moins sur App Store. Donc la carte bancaire, il faut faire aussi la différence. Je pense que vous êtes en SSIM, donc vous comprenez la différence entre une carte prépayée et une carte qui est liée à un compte bancaire. Donc la carte là, c'est une carte qui est liée directement à un compte. Ce n'est pas une carte, prépayée comme les cartes Wave là qu'ils ont intégrées, ou bien les cartes Jamo ou les autres cartes là. Donc c'est une carte qui est liée directement à votre carte bancaire. C'est seulement cette carte là qui est acceptée lorsque vous allez acheter un compte, vous allez payer un compte. Et ensuite, quand vous allez faire le déploiement sur Google Play Store, vous devez payer un montant de 44 $, si je me souviens bien. C'est un montant de 44 $, c'est à vie. Hein? Donc, lorsque vous achetez le paiement là, vous payez une seule fois, votre compte est ouvert et vous avez la possibilité de déployer autant d'applications que vous voulez sur Google Play Store. Chez Apple, donc chez Apple, donc pour cette plateforme-là, pour les applications iOS, là-bas, lorsque vous voulez créer un compte, vous allez payer 99 $. Et c'est payable chaque année. Chaque année, vous payez 99 $. Et lorsque vous payez 99 $ pour la création de votre compte, durant un an, vous avez la possibilité de créer
et de déployer des applications durant un an. Après un an, si vous ne payez pas les 99 $ pour renouveler, après un an, vos applications qui sont déjà en ligne, qui sont déjà publiques, resteront publiques, mais vous n'avez pas la possibilité d'ajouter de nouvelles applications. Est-ce que c'est bien clair là? Oui, c'est très clair. Vous me recevez là? Monsieur. Oui, monsieur. Ok. Alors, dans ce cas, on passe l'approche hybride. En fait, son développement, il y a plusieurs frameworks qui permettent de faire le développement mobile avec l'approche hybride. Et parmi ces frameworks, nous allons prendre le framework ici, Ionic. Ok, Ionic, il permet de faire le développement multiplateforme avec une approche hybride. Et c'est quoi cette approche hybride? Concrètement, avec Ionic, comment ça marche? Lorsque vous développez une application multiplateforme, donc qui sera utilisable sur plusieurs plateformes Android, iOS au moins, alors dans ce cas, vous allez utiliser votre code HTML, CSS, JavaScript pour la logique de la présentation. Donc, en quelque sorte, l'application que vous avez sur votre téléphone, ce qui est exécuté pour la logique de la présentation, c'est du HTML, CSS qui est exécuté pour la logique de la présentation. Pour la logique de traitement, quand vous faites une action, une exécution, c'est JavaScript qui est utilisé pour la logique de traitement. Donc, ce qu'il faut retenir pour l'approche hybride dans le cadre d'Ionic, la présentation de l'application, lorsque vous avez votre application, la présentation, l'interface graphique de l'application, ce que vous voyez, les boutons, les images, etc., sont construits à partir de la structure de base que vous avez l'habitude en HTML, CSS, JavaScript. Le traitement, quand un utilisateur fait une action, voilà ce que je veux qu'il se passe, etc. Le traitement c'est fait avec le langage JavaScript pour Ionic. Et le tout, donc c'est que vous avez cette logique de présentation est encapsulée dans ce qu'on appelle un web view. Donc finalement, lorsque vous avez une application développée avec Ionic dans votre téléphone, en réalité, vous avez un container, c'est comme une sorte de container comme ça que vous avez. Donc, vous avez un container comme ça, un container qui contient du code HTML, CSS, JavaScript que vous avez installé dans votre application. Et c'est ce type de container-là qu'on appelle un web view. Donc, web view. La logique de présentation HTML, CSS, la logique de traitement avec le langage JavaScript. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les fonctionnalités natives d'une plateforme. Les fonctionnalités natives d'une plateforme, c'est ce que nous avons ici. Donc là, c'est native. Les fonctionnalités natives. Les fonctionnalités natives pour Android, c'est l'accès à la localisation de l'appareil, c'est l'accès au Bluetooth, l'accès à la caméra, l'accès à l'audio, l'accès au capteur. Donc, pour accéder aux fonctionnalités natives, Ionic utilise un pont, donc un bridge. Il utilise un pont. Il utilise un pont. Donc, Ionic va utiliser un pont grâce à quoi? Donc, vous avez votre Ionic ici. Il va utiliser un pont grâce au plugin. Donc, il y a des plugins, parmi lesquels il y a un plugin qui s'appelle Cordova. Donc, Ionic va utiliser un plugin comme Cordova pour pouvoir accéder aux fonctionnalités natives. Vous avez développé une application avec Ionic et dans cette application, il faut accéder à la caméra pour afficher, pour prendre une photo, par exemple. Alors, dans ce cas, votre application Ionic, elle va utiliser un plugin comme Cordova
comme il y en a pas mal de plugins qui permettent de le faire. Donc il y a Cordova, il y a Capacitor, donc qui permettent donc d'accéder. Alors comment ça se passe concrètement? Votre application Ionic est basée sur le langage JavaScript, donc il s'appelle Ionic JS. Il est basé sur le langage JavaScript parce que Ionic est basé sur le framework AngularJS. Donc, votre application Ionic développée avec HTML, CSS, JavaScript, elle va accéder à la caméra. Alors, dans ce cas, votre langage JavaScript ici, le langage JavaScript JS ici, il va faire la demande. Il va faire la demande ici. Et quand il fait la demande, le plugin Cordova, il s'en charge. Lorsqu'il fait la demande, et ici vous avez une plateforme, Android ici. Là, vous avez Android. Vous avez Android à ce niveau-là. Maintenant, lorsque vous faites la demande, Cordova, il va prendre la demande de la caméra et il va donner cette demande-là à Android. Et Android, quant au système Android, quel est le langage qu'il utilise? Android, la plateforme Android, elle utilise quel langage? Elle utilise Kotlin, et Kotlin est basé sur le langage Java. Donc vous voyez un peu, donc c'est en quelque sorte ça, comment ça marche. Une application avec un développement hybride, quand elle fait accéder aux fonctionnalités natives, donc aux services natifs, alors dans ce cas, elle va passer par un plugin, par un bridge, par un pont. Et ce pont-là, c'est un plugin que vous allez installer et que ce plugin comme Cordova, par exemple. Alors, lorsque vous allez faire la demande, Ionic qui est basé en JavaScript, c'est JavaScript qui va adresser sa demande. Ensuite, le pont va entrer en action, il va récupérer la demande. Ensuite, il va transmettre cette demande-là. Si c'est Android ici, il va transmettre au langage Java. Et c'est le langage Java qui va faire son traitement. Donc, avec toutes les vérifications nécessaires, quand il finit de faire son traitement, il va retourner la caméra. Ensuite, Ionic, quand il retourne la caméra, Ionic, qu'est-ce qu'il va faire lui? Ionic, qu'est-ce que Cordova va faire? Cordova va prendre la caméra ici. Il prend la caméra et il retourne à votre application. C'est en ce moment que la caméra s'affiche dans l'interface de l'application. Est-ce que vous voyez un peu? Et tous ces processus-là, c'est ce qui rend un peu le développement hybride relativement moins performant par rapport aux autres approches. C'est bien clair. Donc, cet échange-là, d'abord, le WebView que vous avez ici. Donc, l'application est en HTML, CSS. Elle est encapsulée dans un conteneur qui s'appelle WebView. La logique de présentation, elle est faite en HTML, CSS. La logique de traitement en JavaScript. Lorsque l'application fait accéder à un service natif, une fonctionnalité native, elle doit passer par un pont, par un bridge. Et ce pont-là, c'est des plugins qui permettent, comme Cordova ou Capacitor, lorsque vous demandez l'accès à la caméra, vous allez adresser la demande à ce pont-là. Le pont, il va faire son action et il va communiquer avec la plateforme. Si c'est Android, il va transmettre la demande au langage Java. Si c'est iOS, il va transmettre la demande au langage Objective-C, donc au langage Swift. Donc, et toutes ces opérations-là, des ponts et ces opérations donc du code HTML qui s'exécutent directement dans un WebView rendent donc le développement avec une architecture hybride relativement lente par rapport aux autres architectures que nous allons voir ici. Ok, maintenant nous allons passer cette fois-ci donc à l'architecture, donc architecture du React Native. Donc, à part une architecture hybride, nous avons un React Native qui lui aussi est basé donc sur le langage JS. Oui, c'est lui qui a levé la main. Oui, tu as la parole. Non, j'avais juste une question. C'était qu'est-ce qui différencie une application hybride d'une application native? Donc, une application hybride, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est
du code HTML, CSS qui est écrit pour la logique de la présentation. Lorsque vous avez une application devant vous, les applications qui sont installées dans votre téléphone, vous ne pouvez pas d'un coup rapidement différencier que cette application est une application développée avec une architecture hybride ou une architecture cross-platform native. Mais maintenant qu'on fait ce cours en développement mobile, lorsque l'application est relativement lente, elle est moins performante lorsque vous demandez une fonctionnalité. Cela peut être une hypothèse pour déduire que cette application elle est développée avec une architecture hybride. Parce que l'architecture hybride, elle est relativement lente par rapport aux architectures que nous allons voir, l'architecture native. Et ce qu'il faut retenir pour l'instant sur l'architecture hybride, c'est que la logique de la présentation, si c'est votre application Facebook par exemple, lorsque vous ouvrez l'application, c'est un exemple que j'ai pris. Supposons que l'application est développée avec une architecture hybride. L'interface que vous voyez devant vous quand vous ouvrez l'application, c'est du HTML, CSS que vous voyez. Mais lorsque vous faites une action, passez d'une page à une autre, cliquez sur connecter sur le langage JavaScript qui est en train de le faire. Lorsque vous voulez accéder à la caméra pour prendre une photo, là vous essayez d'accéder aux fonctionnalités natives de la plateforme. Si votre téléphone est Android, cette demande d'accès à la caméra, elle sera adressée à un plugin à travers un pont qui s'appelle Capacitor, si c'est le cas d'Ionic. Et Capacitor, il va adresser la demande au langage Java. Et donc, c'est tous ces processus-là du code HTML, CSS qui s'exécutent dans un conteneur. Et ces ponts que vous avez ici, le pont-là, qui, à chaque fois qu'on a une demande pour une architecture, on doit passer par ce pont que vous avez ici. C'est ce qui rend l'architecture hybride un peu lente par rapport aux architectures que nous allons voir tout de suite. Est-ce que d'abord, pour celui qui a posé la question, est-ce que cette architecture hybride, c'est bien clair maintenant? L'architecture hybride. Oui, Très bien. Maintenant, nous allons voir la différence. Nous allons d'abord expliquer l'architecture avec React Native. Cela nous permettra de voir cette fois-ci quelle est la différence entre une architecture en React Native et hybride. React Native, quant à lui aussi, il est basé sur le langage JavaScript, React Native. Donc, il est basé sur le langage JavaScript, il est basé sur le framework qui s'appelle React.js, qui permet de développer des applications web. Alors, React Native, quant à lui aussi, il a son architecture. Les composants de la plateforme, les composants que vous allez voir, sont développés avec le code React Native et donc le code JavaScript. Avec l'architecture hybride, les composants sont développés, les composants graphiques, un bouton, une page, la couleur d'arrière-plan, etc. Tout ce qui est composants que vous allez voir avec l'architecture hybride, c'est du HTML, CSS. Avec React Native, les composants sont des composants qui appartiennent à React Native. Ce n'est pas du HTML et du CSS, c'est du code React Native que vous écrivez. Donc, c'est du code JavaScript que vous écrivez permettant de créer un bouton, permettant de créer une couleur d'arrière-plan, permettant de créer un container, permettant de créer toutes sortes d'interfaces que vous voulez. Donc, ça, c'est la première différence. Les composants sont des composants React. Donc, ce sont des composants qui appartiennent au framework React lui-même. Ça, c'est un. La logique de traitement, elle est gérée aussi avec le langage JavaScript. Cependant, comment se fait la présentation en utilisant React? Supposons que vous avez une plateforme Android. Lorsque vous créez un bouton, je dessine un bouton ici en utilisant du code React, le bouton qui permet d'accéder à la page connexion. C'est un bouton que j'ai écrit avec le code React Native. Lorsque vous lancez l'application dans un téléphone Android, ce bouton est mappé. Donc, on dit que le bouton est mappé. Il trouve un correspondant sur la plateforme Android. Et au final,
Lorsque vous êtes sur Android et que vous avez un bouton dans une application React Native permettant à la page de connexion, le bouton que vous allez voir à l'exécution, c'est un bouton de la plateforme Android. C'est un bouton natif. C'est un bouton appartenant à la plateforme Android. Alors que ici, quand vous dessinez un bouton, c'est un bouton que vous créez vous-même avec une balise A par exemple. Vous créez votre bouton, vous allez lui décorer, lui mettre des couleurs avec CSS, HTML. Ok? Alors que ici, lorsque vous créez un bouton, vous allez utiliser du code React, donc du code JavaScript. Vous dessinez votre bouton, mais ce bouton-là, à l'exécution, il sera transformé en bouton natif, donc en bouton Android. Et à travers quoi? À travers OEM Widgets. C'est cette transformation-là. J'ai un bouton ici. Lorsque je lance l'application sur le téléphone, si c'est dans un téléphone Android, ce bouton est récupéré et transformé comme étant un bouton Android natif. Et à travers quoi? À travers toujours un pont, un bridge. Et ce pont-là, il appartient à React. Donc, c'est React Native qui gère ce pont. Et dans ce pont-là, il n'y a qu'un langage aussi dans le pont, c'est du JavaScript dans ce pont. Donc, dans ce pont, vous avez du JS aussi. C'est du langage JavaScript. Et votre React Native, quant à lui aussi, il utilise le langage JavaScript. Et donc, lorsque vous avez une page qui présente un produit, par exemple, une page présentant un produit dans une application e-commerce, cette page-là, la présentation, elle est faite avec des composants React, mais lorsque vous lancez l'application, elle va récupérer une présentation native Android. Cette même application, quand vous la déployez sur App Store, quand vous faites la compilation pour obtenir un fichier permettant donc de déployer l'application sur iPhone, votre bouton, il est toujours écrit en React, mais lorsque vous exécutez l'application sur iPhone, vous allez voir un bouton qui appartient à la plateforme iPhone, un bouton natif d'iPhone. Parce que quand vous prenez un téléphone iPhone, un téléphone Android, lorsque vous entrez dans les paramètres, vous allez voir la forme des écritures, la forme d'interface graphique est différente entre iPhone et Android. Et donc, chaque plateforme a sa propre présentation des éléments. Et avec React Native, lorsque vous développez une application, à l'exécution de l'application, vous allez voir les éléments natifs. Est-ce que ça c'est bien clair? Et comment les éléments natifs? À travers quoi? À travers ce qu'on appelle un mapping. Donc, à travers un mapping. Pour chaque élément React, on trouve son correspondant au niveau de la plateforme native. Si c'est sur Android, j'ai créé mon bouton avec React, son correspondant sera trouvé au niveau d'Android. Si l'application est exécutée sur iPhone, quand j'ai mon bouton créé avec React, donc son correspondant va être trouvé dans l'application, dans la plateforme iPhone. Finalement, lorsque vous avez une application, je pose une question ici. Lorsque vous avez une application iPhone, une application développée avec React Native, et que vous l'exécutez dans un téléphone iPhone, est-ce que vous pouvez voir la différence entre cette application-là et une application développée avec le langage Swift, avec donc le langage natif de la plateforme? Est-ce que vous allez voir tout de suite une différence? Question. Non, monsieur. Et pourquoi? Parce que à l'exécution, les composants de React vont se présenter comme des éléments natifs de la plateforme iPhone. Très bien. Donc, les composants seront transformés comme les éléments natifs de la plateforme. C'est ça qu'il faut comprendre en ce qui concerne React, donc l'architecture de React Native. Cependant, même avec React Native, toujours ces ponts-là que nous avons, donc ils constituent une latence. Parce que pour chaque élément, il faut faire une transformation. Et cette transformation-là,
se traduit par une sorte de latence, même si souvent elle est plus ou moins négligeable, mais c'est une sorte de latence. Donc elle est relativement moins performante par rapport à l'architecture suivante que nous allons voir. Alors, si cette partie est bien comprise, nous allons maintenant passer à l'architecture, l'approche flotteur. Dans ce cas, nous allons voir flotteur, quant à lui, il a quel type d'approche. Donc, la première chose à retenir, c'est que flotteur a son propre moteur graphique. Lorsque vous créez un bouton avec flotteur et que vous exécutez l'application sur Android ou bien sur iOS, le bouton que vous verrez n'appartient ni à la plateforme Android ni à la plateforme iOS, ça appartient à Flutter lui-même. Donc Flutter a son propre moteur qui permet de construire une interface graphique. Et c'est ce moteur-là qui s'appelle Skia, dont je vous ai parlé à l'introduction. Donc c'est ce moteur-là, Skia, donc, qui permet à Flutter de dessiner son interface graphique. Ça, c'est la première différence d'abord à retenir. Deuxièmement, Flutter a un rendu natif. Lorsque vous compilez une application en Flutter et que vous compilez l'application, vous aurez un code natif appartenant à Flutter. Ici, lorsque vous compilez l'application avec l'approche hybride, vous aurez tout simplement un conteneur dans lequel du code HTML et CSS et JavaScript vont continuer à être exécutés lorsqu'un utilisateur utilise l'application. Ici, avec React Native, lorsque vous déployez l'application et qu'un utilisateur utilise l'application, ce sont des éléments React qui sont au fur et à mesure que l'utilisateur fait des actions qui sont mappés pour donner des éléments natifs de la plateforme. Avec Flutter, lorsque vous exécutez l'application, vous avez un code natif. Donc, il compile pour avoir un code final natif. Donc, le code appartient à Flutter. Est-ce que c'est bien? Est-ce que la différence, elle est saisie ici? Donc, rien que cette partie-là vous donne une idée de la performance de Flutter par rapport à ces deux plateformes que nous avons présentées. Ok? Donc, ici, Flutter a ses propres widgets, donc ses composants, il a ses propres widgets, le rendu de ces éléments, des éléments de Flutter, il les fait lui-même. Avec le langage Dart, Flutter dessine son interface graphique et il gère aussi les actions. Donc, c'est le langage Dart, avec le langage Dart que Flutter va dessiner son interface graphique et avec le langage Dart, Flutter va gérer les actions avec le même langage. Il gère les actions, ensuite il gère le dessin graphique. Et lorsque vous compilez l'application en Flutter, vous aurez à la fin quoi? Vous aurez à la fin un fichier bundle en binaire natif. Natif à qui? Natif à Flutter lui-même. Ensuite, lorsqu'une application développée en Flutter, elle essaie d'accéder aux services natifs, donc à l'audio, à la caméra, Bluetooth, location, la localisation, les capteurs, etc. Flutter a ce qu'on appelle un platform channel, un canal à travers lequel, donc il gère son canal lui-même, à travers lequel il communique directement avec les services natifs. Donc, et c'est rendu là, d'abord un seul langage, le langage Dart partout, et Flutter avec son moteur de rendu graphique, il est maintenant plus performant que la plupart et que les autres architectures que nous venons de voir. C'est la raison pour laquelle Flutter est aujourd'hui en train de s'imposer comme étant une plateforme, comme étant un framework qui permet de développer des applications cross-platform natifs. Cross-platform natifs avec des performances assez élevées et des performances proches de l'application native elle-même. Est-ce que c'est bien clair pour l'architecture Flutter? La différence de Flutter par rapport aux autres plateformes. C'est un peu clair là, la différence de Flutter par rapport aux autres plateformes.
Les autres, est-ce que vous... Oui, monsieur. Oui, c'est clair. Ça va, monsieur, c'est clair, monsieur, ça va. Ok, maintenant, après Flutter, donc nous allons passer cette fois-ci à la dernière architecture ici, donc celle qui est l'architecture native. Donc pour l'architecture native, ici, vous avez ici donc l'application qui est développée soit en langage Java, donc Kotlin ici, donc cette partie-là, pour la partie iOS, donc lorsque l'application... pour la partie Android, lorsque l'application est développée donc en Kotlin, c'est-à-dire en langage Java, alors l'application, c'est une application qui est native, développée en langage natif de la plateforme Android. Donc c'est un développement natif pour Android. Lorsque l'application elle est développée avec Swift, donc avec le langage Objective-C, c'est un développement natif pour la plateforme iOS, donc pour les iPhones. C'est un développement natif. Et avec le développement natif, donc le rendu est fait directement du code vers la présentation directement avec les widgets Cupertino comme pour les Cupertino ici, c'est pour les applications donc natifs pour iOS, et Material Design c'est pour les applications, et c'est le rendu graphique. Le Material Design il donne un rendu graphique donc pour les applications Android, et Cupertino donne un rendu graphique pour les applications iOS. Donc voilà, et l'accès est fait directement comme il s'agit de la plateforme native, donc l'accès est direct. Si vous développez une application en Kotlin pour Android et vous voulez accéder à la localisation, donc l'accès est direct, il n'y a rien du tout ici qui sert d'intermédiaire. Bon, avec Flutter, il y a un plateforme channel, mais qui est très performant, très optimisé, qui permet d'accéder quasi instantanément donc à une fonctionnalité native, à la caméra, Bluetooth ou bien la localisation, les capteurs et l'audio et les autres. Mais ici, l'accès est direct pour une architecture native. La compréhension des architectures pour quelqu'un qui fait le développement d'une application mobile, que ce soit un développement hybride, si vous faites le développement d'une application mobile, que ce soit un développement hybride, que ce soit un développement natif ici, donc avec des frameworks cross-platform, multi-plateforme, que ce soit un développement natif appartenant à la plateforme, donc vous devez comprendre toutes les architectures. Et aujourd'hui, les entreprises, certaines entreprises, lorsqu'une entreprise aujourd'hui veut mettre en place une application, elle doit choisir, soit elle va engager des développeurs natifs pour Android pour que ces développeurs puissent développer une application pour ses utilisateurs Android, ensuite engager d'autres développeurs pour ceux qui vont développer une application donc pour la plateforme iOS, ou bien chercher un développeur, une équipe de développeurs qui maîtrisent un développement multiplateforme. Alors, c'est en ce moment que l'entreprise va choisir. Là, si maintenant que vous avez compris ces architectures, vous pouvez aider donc les managers de l'entreprise à décider. L'entreprise va décider cette fois-ci de choisir est-ce qu'elle fait une architecture avec React Native vous connaissez les avantages et les inconvénients, ou bien une architecture avec Flutter, ou bien une architecture hybride. Donc l'entreprise maintenant décide de choisir. Mais aujourd'hui, la plupart des entreprises utilisent Flutter pour développer des applications, notamment même des applications. Aujourd'hui, beaucoup d'applications dans le monde entier qui appartiennent même au gouvernement sont développées avec le framework Flutter. Et vous voyez que Flutter, il est apparu en 2018. La première version était apparue en décembre 2018, mais quant au langage Dart, lui, il était là depuis 2011. Qui avait voulu donc remplacer le langage JavaScript, mais qui a fait échouer. C'est en ce moment que Google a transformé cet échec en une réussite en créant le framework Flutter. Donc voilà pour cette partie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces différentes approches? S'il n'y a pas de questions, donc à ces différentes
l'architecture Flutter et l'architecture native. Est-ce que par rapport à la performance, est-ce qu'il y a vraiment une différence ou bien elle est juste négligeable, mais en fait... Oui, lorsque vous développez une application avec une architecture native de la plateforme, c'est-à-dire vous avez créé une application en utilisant Kotlin, en utilisant le langage Java. Ensuite, la même application, elle est développée avec Flutter. Alors, vous allez avoir une différence de performance, mais la différence de performance, elle est presque négligeable. Elle est presque négligeable, la différence de performance. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, presque toutes les grandes entreprises sont en train de migrer vers Flutter pour faciliter, d'abord optimiser leur entreprise au lieu d'avoir engagé plusieurs développeurs pour chacune des architectures Windows Phone, iOS, Android. Ils vont engager des développeurs Flutter qui vont développer des applications et faire le déploiement sur toutes les plateformes. Parce que la performance est très proche du natif. Mais lorsque vous développez une application avec Ionic par exemple, la performance elle est conséquente. C'est une performance assez visible quand vous voulez exécuter une action. C'est comme quand vous êtes sur un site web. Généralement, si vous êtes sur un site web et que vous voulez d'une page à une autre, vous voyez les temps de chargement, n'est-ce pas? Quand vous cliquez d'une page, souvent un site web, il prend plusieurs secondes avant que la nouvelle page puisse se charger. Alors qu'avec une application développée en Flutter, c'est quasi instantané. Lorsque vous essayez d'accéder à une action, même si c'est une fonctionnalité native, c'est quasi instantané que vous allez voir. Donc, la performance est très proche actuellement. Et surtout que les ingénieurs de chez Google travaillent d'arrache-pied pour optimiser toujours les performances des applications cross-platform en Flutter. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, donc ce résumé-là nous montre des applications avec une approche hybride. Le rendu, c'est du HTML, CSS dans un container, encapsulé dans un container qui s'appelle WebView. Dans ce cas, lorsque vous installez l'application, c'est le container là, WebView, qui sera installé, qui présente l'application, et à chaque fois, le contenu que vous avez dans l'application, c'est toujours du HTML, CSS. Donc, pour la logique de la présentation, pour les traitements exécutés des actions liées au traitement sur le langage JavaScript qui est utilisé. Ensuite, pour accéder aux fonctionnalités natives de l'appareil mobile, donc Ionic utilise un bridge, un pont, et ce pont-là, ce sera soit des plugins comme Cordova ou bien Capacitor. Quand vous prenez l'architecture cross-platform native, alors vous avez React Native qui utilise ses propres composants, un composant développé avec React Native, mais la logique de présentation, elle sera mappée en composants natifs de l'appareil mobile. Et ces mappages-là donnent aussi une sorte de latence, bien qu'elle est un peu plus performante qu'une approche hybride. Donc React utilise quoi? Il utilise le framework React.js pour faire le traitement. Et ensuite, lorsqu'une application mobile développée avec React Native veut accéder à une fonctionnalité native, elle va utiliser un pont en JavaScript si elle veut accéder à la caméra, à la géolocalisation. Donc, ces mappages-là, avec ce pont en JavaScript, donc le mappage que vous avez avec le pont rend l'application développée avec React Native relativement moins performante que les applications développées avec Flutter. Flutter, quant à lui, il a ses propres composants natifs qui lui appartiennent. Lorsque vous créez un bouton dans votre application en utilisant Flutter, à l'exécution de l'application, quand vous ouvrez l'application, vous ne verrez ni le bouton Android, ni le bouton iOS, mais un bouton qui appartient à Flutter lui-même. Ce qui veut dire que Flutter a son propre moteur permettant de dessiner l'interface utilisateur.
Et c'est ces moteurs-là, ce rendu-là qui rend Flutter encore plus performant. Parce qu'il n'y a pas une conversion qui est faite. Son interface est faite par lui-même grâce à son moteur Skia. Lorsque vous compilez l'application, vous voulez récupérer le code final, le bundle que vous allez déployer sur Play Store ou bien sur App Store, vous aurez un code binaire natif que vous allez prendre une application native que vous allez prendre et que vous allez amener sur Play Store et sur App Store. Flutter utilise le platform channel, donc un canal qui s'appelle platform channel pour faire la transmission de ces messages aux fonctionnalités natives, accès à la caméra, accès au Bluetooth, accès, et ces plateformes channel là, il est très optimisé. Lorsque vous accédez à la caméra avec une application développée en Flutter, c'est quasi instantané, presque instantané, des fractions de secondes, la caméra sera ouverte. Alors que pour les autres, vous pouvez considérer, vous pouvez voir donc des performances relativement lentes. Et enfin, pour l'approche native, donc elle est encore beaucoup plus performante que toutes les autres que nous avons précédemment. Si vous développez une application en utilisant Swift pour iPhone, donc la performance, la plateforme, en fait Swift c'est basé, iOS est basé sur Swift et donc la performance est assez élevée. Donc lorsque vous développez, donc c'est la plateforme elle-même. Ici, quand vous développez une application Android en utilisant Kotlin, donc qui est basé sur le langage Java, donc là aussi la performance est assez élevée. Donc voilà en ce qui concerne donc ces petits résumés donc sur les différentes approches de développement multiplateforme. S'il n'y a pas de questions, alors nous allons passer à la suite. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Alors, maintenant, nous allons passer à l'architecture Flutter. Donc, nous allons voir cette fois-ci l'architecture d'une application en Flutter. C'est très important de comprendre l'architecture d'une application en Flutter parce que c'est avec Flutter que nous allons développer notre application. Cette architecture-là, il faut noter, elle s'appelle Widget Tree. Donc, cette architecture est basée d'abord sur une classe principale. Donc, la classe principale que vous allez créer vous-même, vous allez lui donner le nom que vous voyez ici, MyApp, que vous pouvez changer. La classe Flutter, d'abord, il faut savoir que Dart est un langage de programmation orienté objet. Donc, lorsque nous ferons le langage Dart, nous allons développer en programmation orientée objet. Vous avez fait le langage Java, donc vous avez déjà des bonnes bases sur la programmation orientée objet. Cela vous permettra donc de mieux maîtriser donc Flutter parce que nous allons utiliser la programmation orientée objet. Il faut savoir qu'en Flutter, en fait, tout est ce qu'on appelle un widget. Tout est widget en Flutter. Que ce soit un élément visuel que vous allez créer, que ce soit une structure, on les appelle des widgets. Des widgets, ce sont des briques. Un widget, si vous voulez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme une balise en HTML. Mais ici, c'est un peu différent, mais c'est comme une balise. Lorsque vous voulez insérer une image, vous allez utiliser la balise IMG en HTML. En Flutter aussi, on va utiliser donc un widget qui correspond à une image, ainsi de suite. Mais en Flutter, presque tout est widget. Alors, vous avez la classe de base permettant de lancer votre application. Ici, c'est la classe dans laquelle vous allez lancer l'application. Et dans cette classe, vous allez récupérer, instancier une classe qui s'appelle Material App. Material App, tout ce qui est en vert ici, ça appartient à Flutter. Vous ne pouvez pas modifier. Donc, Material App, c'est l'application globale qui configure, c'est la classe globale qui configure toute l'application, que ce soit la création, les thèmes que vous allez utiliser. Vous avez des langues
vous avez plusieurs langues dans votre application et que vous allez configurer la langue par défaut, peut-être la langue utilisée par le système d'exploitation de l'utilisateur, ou bien vous allez choisir une langue. Dites que votre application elle est faite en français et en anglais. Dans ce cas, lorsqu'un utilisateur se connecte, vous allez choisir la langue par défaut, par exemple français, ou bien la langue par défaut anglais. Tout ce qui est tous les paramètres qui sont globaux à l'application, c'est dans la classe Material App que vous allez créer ces paramètres-là. Material App. Donc, elle va définir tous les paramètres globaux. Vous avez des couleurs que vous pouvez choisir, utiliser partout dans votre application. C'est ici. Vous allez définir des routes. Vous allez déclarer toutes les pages disponibles dans votre application. Vous allez les déclarer dans le widget Material App. Ok, après les widgets Material App, c'est dans ces widgets Material App là que vous allez définir quelle est la page d'accueil dans votre application. Si votre page d'accueil, lorsqu'un utilisateur ouvre votre application, c'est la page de connexion et inscription qui sera la page d'entrée dans votre application. À la place de My Home Page, vous allez amener par exemple page connexion et inscription. Donc, c'est dans Material App que vous allez définir la page d'entrée dans votre application. Lorsqu'un utilisateur ouvre votre application pour la première fois, quelle est la page qui sera affichée? C'est dans Material App. C'est une arborescence. Celui-là, My App sera dans... Donc, ici, Material App sera dans My App. Ensuite, My Home Page sera dans Material App. OK? Maintenant, dans la page, toutes les pages en Flutter ont une structure de base. Et cette structure de base là, c'est la classe qui s'appelle Scaffold. Le scaffold, c'est l'architecture de base d'une page. Il représente la page entière. C'est dans Scaffold que vous allez avoir la partie qui s'appelle AppBar. AppBar, c'est la partie que vous voyez en haut dans votre application. En haut. Prenons le cas de WhatsApp. En haut dans WhatsApp, quand vous ouvrez l'application WhatsApp, vous avez le mot WhatsApp qui est écrit à gauche. Et vous avez à droite un bouton permettant, les trois boutons verticaux permettant d'ouvrir une fenêtre contextuelle, ou bien selon votre téléphone, vous allez avoir autre chose. La partie qui se trouve tout à fait en haut, c'est la partie là qui s'appelle AppBar. Et donc, c'est une classe AppBar. Ensuite, vous avez le core. Après la partie là, dans WhatsApp, vous avez la partie core où vous avez vos discussions. Donc, c'est la classe Center que nous allons instancier. Après la classe Center, je continue toujours avec l'exemple de WhatsApp. Vous avez un petit bouton flottant en bas dans WhatsApp qui vous permet, en fait, ce bouton vous permet de lancer une nouvelle discussion. C'est un petit bouton et ce bouton-là, c'est la classe Floating Action Button. Floating Action Button. C'est un seul mot collé. Floating Action Button. C'est ce qui va vous permettre donc de créer cet élément-là. Voici les différents éléments de base qu'il faut retenir dans une application en Flutter. Dans une page, vous avez la classe que vous allez instancier de base qui représente l'architecture d'une page, la base de l'architecture d'une page. Dans cette classe, vous avez AppBar qui représente l'entête de la page. Vous avez la classe Center qui représente le corps de la page. Et vous avez le Floating Action Button qui représente le petit bouton flottant que vous voyez au coin inférieur à droite dans WhatsApp par exemple. Maintenant, dans AppBar, dans l'entête en haut, vous pouvez instancier une nouvelle classe qui s'appelle Texte et qui permet de définir un texte dans AppBar. Dans le cas de WhatsApp, c'est le mot WhatsApp qui est écrit dans AppBar. Donc, vous pouvez instancier une nouvelle classe. Ici, dans Center, comme vous avez dans WhatsApp plusieurs éléments disposés verticalement, l'un en dessous de l'autre, vous allez utiliser une classe, un widget qui s'appelle colonne. Colonne qui permet d'avoir plusieurs éléments disposés verticalement, l'un en dessous de l'autre. Et dans notre cas, dans cet exemple, nous avons quoi? Dans cet exemple, nous avons deux textes. Un premier widget texte et un deuxième widget texte. Dans le Floating Action Button, donc le petit bouton, nous avons une classe nommée icône. Donc, c'est la classe qui permet d'insérer une icône. Donc, si je résume, vous voyez en fait l'architecture. Tout ce que vous avez en vert, ça appartient à Flutter ici. Et ce que nous avons ici en gris, c'est la classe d'entrée dans votre application. À la place de My App, je peux l'appeler mon application.
Ici, c'est que vous avez My Home Page, c'est la page d'entrée dans votre application. Vous allez la définir dans Matériel App. Si dans votre application, la page d'entrée, c'est la page d'entrée, c'est la page de connexion et inscription, à la place de My Home Page, vous allez créer une page que vous allez appeler page de connexion et inscription ou bien connexion et inscription, en tout cas le nom qui vous intéresse. Et vous allez appeler cette page-là dans le widget Matériel App. Et ce widget Matériel App, c'est lui qui configure tous les paramètres globaux liés à l'application. Est-ce que c'est bien clair pour l'architecture d'une application mobile en Flutter? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est clair, monsieur? Oui. Donc, ça va pour l'architecture? Oui, monsieur, c'est clair. Ok, très bien. Alors, maintenant, nous allons passer à la suite. Ok, donc nous allons maintenant revoir encore cette architecture-là, donc de manière encore plus détaillée. Cette fois-ci, c'est très important de comprendre l'architecture de l'application. Nous avons ici... Oui. Oui. Oui, vas-y, tu as la parole. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reprendre... Est-ce que vous pouvez reprendre... Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que vous pouvez reprendre l'explication de l'architecture, tout à fait au niveau de My App et Matériel App, s'il vous plaît? Au niveau de My App et Matériel App. Donc, ce que j'ai dit au niveau de My App et Matériel App, donc c'est la même architecture que je vais présenter ici. Au niveau de My App et Matériel App, ici, My App, c'est la classe de base permettant de lancer votre application My App. Et cette My App là, c'est vous qui allez créer cette classe. Vous pouvez l'appeler mon application ou My App. Par défaut, lorsqu'on crée une application en Flutter, une classe de test, une classe de base est générée qui s'appelle My App. Vous pouvez l'appeler mon application si vous voulez. Et cette classe-là, c'est la classe qui permet de lancer l'application. C'est cette classe-là qui lance votre application. Et comme la classe, elle lance l'application, alors elle doit configurer, c'est dans cette classe que vous allez appeler Matériel App. Et Matériel App, c'est le widget, c'est la classe qui configure tous les paramètres globaux liés à votre application. Dans votre application, configurez la langue utilisée dans l'application. Si l'application utilise deux langues, par exemple français et anglais, vous allez définir une langue par défaut ou bien vérifier la langue utilisée dans le système d'exploitation de l'appareil dans lequel l'utilisateur a installé son application. Ton téléphone est en anglais, alors l'application va s'installer automatiquement en anglais. Va s'ouvrir automatiquement en anglais. Ton téléphone est en français, l'application s'ouvre automatiquement en français. Si ton téléphone est en arabe, alors tu vas définir une langue par défaut, dire que si à part français et anglais, la langue par défaut de l'application c'est par exemple français. Donc c'est ici dans Matériel App qu'on définit ça. Les couleurs de base, pour éviter d'éparpiller les couleurs un peu partout, on définit ce qu'on appelle un thème, dire que la charte de couleurs dans mon application en Flutter, la couleur principale, la couleur secondaire, la couleur tertiaire, toutes les couleurs, les boutons, voilà les couleurs de base qui seront utilisées dans mon application. Et c'est toujours dans Matériel App qu'on définit ça. Ensuite, dans Matériel App, on définit aussi les pages disponibles. J'ai dit dans mon application, pour la sécurité, voici toutes les pages disponibles. Et donc, dès que l'application est lancée, elle connaît au préalable les pages disponibles de l'application. Si un utilisateur essaie d'accéder à une page qui n'est pas déjà définie dans l'application, Matériel App va dire « je ne reconnais pas cette page-là ». Est-ce que vous comprenez cette partie-là?
Donc, Material App, en quelque sorte, il configure tous les paramètres globaux liés à l'application. Et comme il configure les paramètres globaux liés à l'application, c'est aussi dans Material App qu'on définit quelle est la page d'entrée. Je peux dire, dans mon application, lorsqu'un utilisateur lance l'application pour la première fois, la page d'entrée là, c'est la page d'accueil. Donc, il fera la page d'accueil. Si c'est une application e-commerce par exemple, lorsqu'un utilisateur ouvre l'application, il fera la page d'accueil avec les produits qu'il peut acheter. Si c'est une application réseaux sociaux comme X ou bien comme TikTok, je vais dire, lorsqu'un utilisateur ouvre l'application, il va accéder à la page de connexion et inscription. Il faut que l'utilisateur se connecte, s'inscrit d'abord avant de commencer à utiliser Facebook ou TikTok ou autre. Donc, c'est vous qui définissez ici quelle est la page d'entrée dans votre application. Et vous les définissez dans quoi? Dans la classe Material App. Dans Material App que vous définissez la page d'entrée. Maintenant, comme My Home Page, c'est une page, toutes les pages que vous allez créer en Flutter ont une structure de base commune. Toutes les pages. La première structure de base, c'est une classe qui s'appelle Scaffold. Scaffold, c'est un widget qui représente l'architecture de base de la page. Ok, donc il représente l'architecture de base de la page. Je pense que tu as demandé l'explication de My App jusqu'à My Home Page. Est-ce que c'est bien clair maintenant? Est-ce que c'est bien clair maintenant? Ok, très bien. Maintenant qu'on a compris cette partie, ok, nous allons voir ici. Voilà, donc lorsque vous avez une application et que vous lancez l'application, donc le widget qui va dessiner en fait toute l'application, toute votre application, c'est ce widget là. Donc Material App, il va dessiner votre application. Ok, est-ce que vous me recevez là? Moi, je préfère même faire pour le flotteur là directement. Vous devez lui faire comme Elisabeth lui. Ah. Alors, vous me recevez là? Ok, très bien. Donc, lorsque vous lancez une application, vous ouvrez votre application dans votre téléphone, vous lancez l'application. Cette application-là, elle est dessinée par quoi? Donc, c'est Material App qui s'ouvre pour dessiner toute l'interface, que ce soit une couleur globale à l'application, une couleur d'arrière-plan qui est globale à l'application. Tout ce qui est paramètre général à l'application, c'est le widget Material App qui est lancé et qui vous donne et qui configure ces informations. Après ces widgets, donc vous avez le widget ici, donc Scaffold, qui permet de définir une page. Ce qui fait que lorsque dans Material App vous définissez la couleur globale de votre application en une couleur, vous pouvez la voir ici, à ce niveau-là. Mais le widget Scaffold, c'est le widget qui représente quoi? Qui représente une page ici, comme ce que nous avons là. Après le widget Scaffold, vous avez App Bar ici. App Bar, c'est l'entête que vous avez en haut. Donc c'est le widget ici, App Bar, qui est représenté en haut. Après le widget App Bar, vous avez ici le corps de la page et c'est le widget Center. Et tous ces widgets là sont des classes. Il faut que ça soit aussi bien clair. Tous ces widgets que je suis en train de vous montrer sont des classes que vous allez créer. Après ces widgets Center, vous avez ici le widget, le Floating Action Button. Donc, c'est des petits boutons que vous avez flottant ici. Et voilà pour l'architecture de base en fait donc de votre application. Bon, après cela, pour chaque élément, vous pouvez ajouter un autre élément dans un autre élément.
Ok? Voilà. Maintenant, nous allons cette fois-ci passer dans la partie code. Donc, nous allons voir les éléments que nous avons présentés tout à l'heure. Nous allons les voir dans le code, comment ils sont présentés. Nous avons le code. Cette application-là que nous avons ici, celle que j'ai fait présenter tout à l'heure, son code, il est là. Le code Flutter. D'abord, dans un code Flutter, il faut importer la classe de base vous permettant d'accéder. Donc, vous permet la classe, importer les packages de base qui vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de base de Flutter, que ce soit RunApp et les autres. Ok, donc il vous faut une fonction main qui est la fonction principale permettant de lancer une application, permettant de lancer votre application. Et cette fonction main là, elle va lancer quoi? Elle va lancer une fonction qui s'appelle RunApp. RunApp, c'est une fonction que vous allez avoir dans material.bat. Donc cette fonction RunApp, ce n'est pas à vous de la créer. Donc elle vient du package Material App. Quand vous lancez, c'est la fonction permettant de lancer votre application. Et qu'est-ce que vous mettez dans RunApp? Vous allez mettre votre classe représentant l'application. Et c'est cette classe-là que nous avons ici. La classe MyApp. La classe MyApp que vous allez créer vous-même ici. Et c'est cette classe-là que vous allez mettre dans RunApp pour dire, lorsqu'on lance mon application, il faut lancer la classe MyApp. Et cette classe, vous avez, comme c'est une classe que vous créez, vous voyez que c'est de l'héritage ici, qui hérite d'un stateless widget. Donc, vous avez la possibilité de lui changer de nom. Elle hérite d'un stateless widget. En Flutter, nous avons deux types de widgets. Ce qu'on appelle un stateless widget et un stateful widget. Nous allons revenir sur ça plus tard. Stateless widget, stateful widget. Mais pour information rapide, nous reviendrons en détail plus tard. Un stateless widget, c'est un widget qui vous permet de créer. C'est un widget dont son contenu n'est pas dynamique. Son contenu n'est pas dynamique. Lorsque la page s'affiche, s'exécute, c'est fini. Une information ne peut pas être modifiée. Par exemple, ici, le titre de l'app bar là. Je ne peux pas le modifier depuis une base de données, comme celui qui a posé la question tout à l'heure sur la base de données. Lorsque le titre de l'app bar là, c'est récupéré depuis une base de données et que là-bas dans la base de données, je le modifie, je l'appelle SSIM, je ne ferai pas cette modification ici. Donc la modification n'est pas dynamique, il n'est pas possible. Il faut que je revienne dans mon code, faire des modifications, générer les bundles, déployer l'application comme étant une nouvelle mise à jour afin de voir le titre. Donc un stateless widget vous permet d'avoir donc un contenu qui n'est pas dynamique. Alors c'est le contraire d'un stateful widget. Un stateful widget, c'est un widget qui vous permet d'avoir des contenus dynamiques. Nous reviendrons sur ça plus tard. Donc vous avez ici Material App, ici Material App. Material App, c'est une classe qui est appelée dans MyApp. Vous appelez la classe Material App avec le terme Material App. Vous définissez le titre global à l'application. Ça, c'est un titre global à l'application. Et dans Material App, vous allez définir la page d'entrée, la page d'accueil. Donc, il y a un attribut dans Material App qui s'appelle Home. Et c'est dans cet attribut-là que vous allez définir la page d'entrée dans votre application. Et ici, nous avons dit la page d'entrée dans notre application, c'est My Home Page, qui est la page d'entrée dans notre application. My Home Page. Ok? Donc, lorsque l'application est lancée, la fonction RunApp va se lancer. Ensuite, elle voit qu'elle a une fonction MyApp. Donc, elle a une classe MyApp. La classe MyApp, elle va se lancer. Dans la classe MyApp, vous avez Material App qui configure tous les paramètres de base. Et parmi ces paramètres, Material App définit quelle est la page d'entrée. Lorsqu'on lance l'application, quelle est la page d'accueil. Et vous avez défini une classe ici que vous avez appelée page d'accueil, My Home Page. Maintenant, dans cette page d'accueil, c'est ici que vous allez définir alors la structure de base ici. Votre structure de base ici, donc c'est Scaffold. Scaffold, donc c'est la structure de base de toutes les pages. Toutes les pages que vous aurez, ils auront le widget Scaffold. Ça va commencer par ça. Et c'est dans ce widget Scaffold là que vous allez avoir la classe AppBar. AppBar, c'est ce que vous avez ici. Cette partie là.
AppBar, là. Donc AppBar, c'est dans AppBar que vous allez tout simplement définir un attribut title et définir ici votre titre de l'AppBar. C'est lui qui est affiché à ce niveau-là. C'est dans la classe AppBar. Donc vous voyez que à chaque fois je parle des classes et ce sont des objets que vous avez instanciés. En réalité, en Dart, en Flutter, vous pouvez instancier un objet sans utiliser le mot-clé new, comme ce qu'on utilise en Java. En Java, quand pour instancier une classe ou en PHP, on va utiliser le mot-clé new. Donc en Dart, vous pouvez instancier une classe sans le mot-clé new, sans problème. Ok, cette partie-là, après le AppBar, vous avez ici Center, la classe Center qui est ici. Ok, donc la classe Center, c'est la classe qui vous permet de définir le corps. Et cette classe Center, il y a un attribut ici, body, qui est caché par cette flèche-là, body qui indique le corps de la page. Donc c'est dans body que vous allez définir l'attribut Center. Et dans l'attribut Center, ici vous allez définir l'attribut colonne. Et c'est l'attribut colonne qui donne ça. Après ici, donc Center qui représente le corps, vous avez le floating action button ici. Le floating action button. Et le floating action button, il est ici, floating action button. Ok, donc et il a ici donc un child avec icône add, qui est le symbole plus, qui est ici un peu caché par l'écran de la vidéo là. Ok, donc après cela, vous avez le texte du AppBar, donc le texte que nous avons du AppBar qui est là. Il est là, donc dans AppBar, si vous regardez dans la classe AppBar, nous avons un attribut title et dans l'attribut title, on a un widget texte et c'est ces widgets là que vous avez ici. Donc j'ai AppBar, flèche texte, cela veut dire que la classe texte, elle se trouve dans AppBar et c'est ce que vous avez ici et c'est le texte que vous avez à ce niveau là. Même chose ici, la classe colonne, donc les widgets colonne que vous avez à ce niveau là. Il se trouve où? Il se trouve dans le widget center. Donc, dans le widget center, j'ai un attribut nommé child. Et dans ce widget child là, vous avez ici colonne. Donc, cette flèche là, center, flèche colonne, ça veut dire que le widget colonne, il se trouve dans le widget center. Et c'est ce que vous avez ici. Ensuite, vous avez texte ici. Le widget colonne, comme c'est un widget en fait qui prend plusieurs éléments, alors lui, il a un attribut qui s'appelle children. Ici, dans le widget colonne, il y a un attribut children. Et nous avons crochet ouvrant, crochet fermant. Et on a l'habitude, lorsqu'on voit les crochets, cela indique une liste, cela indique un tableau. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez des éléments qui sont au même niveau. Flèche texte, donc les éléments qui sont au même niveau. Et à l'affichage, vous avez le premier élément et le deuxième élément ici. Ok, donc est-ce que c'est bien clair là, cette partie? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette partie-là? Ok, donc s'il n'y a pas de questions, oui, vas-y, cher. Oui, c'est clair, mais est-ce qu'il y a des prérequis pour continuer à faire? En Flutter, oui, les prérequis pour apprendre Flutter, les prérequis, vous les avez déjà, vous les avez fait en licence. Les prérequis, c'est le langage Java. Donc, lorsque vous maîtrisez, vous avez les bases sur l'algorithmique, sur le langage Java, ou bien le langage JavaScript en programmation orientée objet, ou le langage C++. Donc, lorsque vous connaissez ces langages-là, ou le langage C, même bien que le langage C n'est pas orienté objet, vous avez des prérequis suffisants pour vous permettre de faire du développement en Flutter. Donc, et le développement en Flutter, vous allez vous rendre compte que ce n'est vraiment pas difficile. Pour quelqu'un qui a déjà les bases, c'est vraiment très facile à prendre en main. Lorsque vous créez un premier code Dart, un deuxième code Dart, et vous aurez la main, vous allez être bien à l'aise avec le langage. C'est clair là? Ok, merci. Oui, merci. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, nous allons maintenant passer à l'installation et la configuration. Ok? L'installation et la configuration des outils.
pour faire l'installation et la configuration des outils nécessaires, vous allez d'abord télécharger Git si vous ne l'avez pas déjà. Donc si vous avez Git, c'est déjà bien. Si vous n'avez pas Git, vous allez sur internet, donc vous allez écrire dans un navigateur Git officiel, télécharger Git officiel, vous allez voir le site officiel, c'est git-d6scm.com et vous allez télécharger selon votre plateforme. Vous allez télécharger Git pour Windows. Lorsque j'ai enregistré ça, la dernière version c'est 2.52.0. Je pense que c'est la dernière version actuellement. Donc là, vous allez télécharger Git, ok, et vous pouvez lancer déjà le téléchargement. Après avoir téléchargé Git, c'est très important de suivre d'abord, de comprendre les éléments, les prérequis pour l'installation de Flutter. Après, on fera l'installation ensemble. Quelqu'un parmi vous va partager son écran, il va lancer son ordinateur et je vais vous guider donc pas à pas pour que chacun puisse installer les outils nécessaires pour développer des applications mobiles en Flutter. Donc il est nécessaire de suivre cette partie et de noter surtout, de bien noter, et après on fera l'installation ensemble. Quelqu'un parmi vous va présenter son ordinateur. Donc il faut d'abord retenir que lorsque vous allez faire un développement en Flutter, parce que très souvent, j'ai remarqué très souvent, beaucoup d'étudiants, ils ont en fait leurs ordinateurs dont il n'y a pas suffisamment d'espace disque. Donc, il vous faut au moins 50 Go d'espace libre. C'est une recommandation que vous pouvez suivre pour avoir donc, des outils qui se lancent correctement. Donc, il faut avoir au moins une unité de stockage dans votre disque dur principal, donc où votre système est installé. Il faut au minimum 50 Go d'espace libre. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez lancer donc, les outils et ça peut rendre votre ordinateur extrêmement lent. Et il faut avoir une mémoire RAM suffisante aussi. Si vous avez au moins 8 Go ou 16 Go, 8 Go ou plus, c'est aussi suffisant. OK? Donc, lorsque vous téléchargez Git, vous allez télécharger aussi VS Code que vous disposez déjà. Et vous allez télécharger les deux extensions. L'extension Dart, dont la source, donc le fournisseur de l'extension là, c'est dartcode.org. Ensuite, l'extension Flutter que vous allez installer dans la partie extension de VS Code. Et cette extension-là, son fournisseur est aussi dartcode.org. Vous allez installer les deux extensions donc, pour faire le développement en Flutter. Le site officiel de Flutter lui-même, donc c'est flutter.dev, ont recommandé en développement Flutter d'utiliser Visual Studio Code. Visual Studio Code ou bien IntelliJ ou bien d'autres IDE que vous voulez utiliser. Mais la recommandation du site officiel de Flutter, c'est l'utilisation de Visual Studio Code ou bien IntelliJ. Mais vous pouvez tout à fait donc utiliser d'autres IDE que vous avez l'habitude, sans problème. Mais pour ce cours, je vous recommande de respecter la recommandation de Visual Studio Code, donc de Flutter, donc utiliser Visual Studio Code. Ok, donc après, sur le site officiel, vous allez avoir ça. Lorsque vous serez sur le site officiel, c'est flutter.dev. Donc, vous allez avoir, quand vous cliquez sur Get Started, vous allez accéder au sous-domaine doc.flutter.dev et vous allez sélectionner la plateforme donc, de développement. Vous faites le développement sur quelle plateforme? Vous êtes en train de faire le développement sous Windows, sur Mac, sur Linux ou bien sur les ordinateurs Chrome OS. Si c'est sous Windows, vous cliquez ici et vous allez chercher ici une partie là où il y a archive SDK et vous allez télécharger. Il suffit de cliquer sur le canal stable, donc ici, canal stable. Et dans canal stable, vous allez cliquer sur une version parmi les versions stables de Flutter et il va automatiquement lancer le téléchargement. Le téléchargement, c'est à peu près quelque chose de 1,7 Go comme ça. Donc, selon la version que vous téléchargez. OK? Donc, après le téléchargement de cette de SDK Flutter, nous ferons la configuration donc, dans les variables d'environnement. Donc, il suffit d'ajouter
là où vous avez décompressé le fichier, parce que lorsque vous lancez le téléchargement des flotteurs, il va vous télécharger un fichier zip. Et vous allez décompresser ce fichier-là et vous allez définir le chemin de l'exécutable des flotteurs dans les variables d'environnement. Ici, par exemple. OK? Une fois que vous avez configuré, vous allez lancer le terminal. Si le terminal est déjà ouvert, vous devez fermer le terminal, rouvrir le terminal pour qu'il puisse charger la nouvelle variable d'environnement que vous avez définie. Et ensuite, vous exécutez la commande flotter-version qui va vous permettre donc de lancer, qui vous permettra de lancer, de vérifier si Flutter est bien installé. Si Flutter est bien installé sur votre ordinateur, il va vous montrer la version installée. Dans mon cas, c'est 3.32.4 ici. Lorsque j'ai enregistré ces slides-là. OK. Donc, après la variable d'environnement, vous allez vérifier la configuration. Pour vérifier la configuration, vous allez d'abord, si cette commande a bien fonctionné, vous allez exécuter la commande flutter-doctor-android-licenses et vous allez accepter toutes les licences. Il vous posera plusieurs questions et vous allez répondre par yes, yes, Y pour accepter les licences, les termes de contrat de licence pour utilisation. Une fois accepté, vous allez relancer la commande flutter-doctor, cette fois-ci flutter-doctor tout court. Quand vous lancez, il va vous énumérer ici toutes les configurations qui sont dans votre environnement Flutter. OK? Dans votre configuration là, lorsque vous avez ici donc Flutter, lorsque vous avez une croix, cela ne signifie pas qu'il y a un problème. Hein? Lorsque vous avez une croix, par exemple ici, il me dit Visual Studio Develop Windows App, croix ici. Donc, comme actuellement, lorsque j'ai installé Flutter, je n'ai pas envie en fait de développer des applications pour le système d'exploitation Windows. Donc, je n'ai pas besoin de Visual Studio. Quand vous allez développer des applications seulement pour Android, pour iOS ou pour le web, donc lorsque vous installez Flutter seulement, vous allez chercher et installer Android Studio et c'est largement suffisant. Et si vous voulez développer des applications pour les ordinateurs Windows, pour que les gens qui ont les ordinateurs Windows puissent aller sur Microsoft Store, télécharger votre application et installer sur leurs ordinateurs, c'est en ce moment que vous allez installer Microsoft Visual Studio. Et Visual Studio est différent de Visual Studio Code. Visual Studio, c'est l'environnement de développement pour les applications Windows. OK? Donc là, VS Code, Visual Studio Code, lui, il est bien installé. OK? Donc là, il vous faut au moins ces éléments. Mais vous, lorsque vous allez lancer, comme on n'a pas encore installé Android Studio, vous aurez soit un point d'exclamation ici, soit une croix au niveau d'Android Studio. OK? Mais ce n'est pas grave. On va passer ici à la suite et nous allons voir après, il faut installer Android Studio. Alors, cette partie est super importante à comprendre. C'est très important à comprendre. Lorsque vous développez une application et que vous voulez que l'application puisse être déployée sur Android, sur Microsoft, pas sur Google Play Store, donc c'est le mot que je cherche. Lorsque l'application sera déployée sur Google Play Store, vous devez installer Android Studio dans votre ordinateur. Et quand vous installez Android Studio va installer donc implicitement tous les composants nécessaires permettant de compiler votre code depuis le code Flutter en fichier final APK, en fichier en bundle final que vous allez récupérer et amener sur Google Play Store. Lorsque vous voulez déployer votre application sur App Store, vous avez fini de créer l'application et maintenant vous voulez amener l'application sur App Store. Dans ce cas, il vous faut forcément installer Xcode. Donc, pour installer Xcode, il vous faut un ordinateur Mac. Donc, il vous faut obligatoirement un ordinateur Mac que vous allez prendre le code que vous avez créé, vous allez le copier, vous allez l'amener dans Visual Studio Code dans un ordinateur Mac avec Xcode installé et vous allez compiler l'application
pour déployer sur App Store. Et comme ça, les utilisateurs peuvent aller sur App Store télécharger. J'espère que c'est bien clair ici. Est-ce que c'est bien clair? Donc, lorsque vous voulez déployer sur App Store, obligatoirement, il vous faut un ordinateur Mac pour pouvoir faire la compilation et le déploiement. Si vous voulez développer pour Android, il vous faut Android Studio que vous allez installer soit sur un ordinateur Windows, soit sur un ordinateur Mac. Ok? Maintenant, une fois que Android Studio est bien installé, vous aurez quoi ici? Donc, vous allez faire la configuration des éléments d'Android Studio. Vous allez accéder à SDK Manager ici. Et dans SDK Manager, quand vous accédez, vous allez avoir donc le SDK Tools ici. Donc, vous allez ici Android SDK, SDK Tools. Et vous allez laisser ici tous les utilisateurs qui sont déjà cochés, vous les laissez. Et si Android SDK Command Line Tools, par défaut, ce n'est pas coché. Donc, vous allez le cocher et vous allez valider. Il va lancer le téléchargement des composants nécessaires. Ces Command Line Tools là, c'est ce qui va vous permettre de lancer un émulateur depuis la ligne de commande. Et l'émulateur n'est rien d'autre qu'un téléphone virtuel ici que vous avez qui va vous permettre de tester votre application en phase de développement. Au fur et à mesure que vous développez l'application, vous allez observer les modifications dans un téléphone virtuel. Dans un téléphone, vrai téléphone mais virtuel. Ok? Et après avoir téléchargé Command Line Tools, vous allez créer un émulateur. Donc, ce type de téléphone-là que vous avez la possibilité d'en créer plusieurs ici. Et vous allez créer un émulateur. Vous allez cliquer sur le petit bouton ici avec Device Manager. Quand vous cliquez, vous allez accéder à l'émulateur. Vous choisissez le nom. C'est en ce moment qu'il va vous demander de télécharger un système d'exploitation de Google. Donc, vous allez cliquer sur Finish. Il télécharge le système. Une fois le système téléchargé, vous allez avoir un petit bouton Play pour lancer l'émulateur. Ou bien, vous allez lancer donc un émulateur directement par vous-même. Lorsque l'émulateur est créé, vous avez la possibilité d'utiliser Flutter Emulators. Vous mettez --launch et vous mettez l'ID de l'émulateur. Nous allons voir tout à l'heure en pratique comment voir l'ID de l'émulateur. Et ensuite, pour créer une application en Flutter, vous allez écrire Flutter Create, comme ça, app test, Flutter Create. Vous écrivez le nom de l'application, vous validez, il va créer l'application. Une fois l'application créée, vous allez avec un CD, le nom de votre dossier qui est créé, et vous lancez la commande Flutter Run pour lancer l'application qui est créée. Une fois lancée, l'application pour un premier lancement, elle va prendre un peu de temps. Une fois donc le chargement terminé, vous allez avoir une application comme celle-là. Donc quand vous créez une application en Flutter, l'application viendra avec un code de base. Le nom de la page d'accueil, c'est Flutter Demo Homepage avec un petit compteur et un Floating Action Button à ce niveau-là, caché par la caméra. Un Floating Action Button qui vous permet tout simplement d'incrémenter le compteur. Et vous avez l'élément important en Flutter qui s'appelle le Hot Reload. Lorsque vous apportez des modifications, il vous suffit d'appuyer sur la touche R pour faire le Hot Reload, le rechargement à chaud. Et vous avez ici Hot Restart pour redémarrer l'application complètement. Et pour quitter, vous allez appuyer sur la touche Q. Ok? Voilà maintenant en ce qui concerne l'installation. Alors, nous allons maintenant arrêter cette présentation et quelqu'un parmi vous va présenter son ordinateur et ensuite nous allons faire l'installation pas à pas ensemble.